Bonjour à tous, je m'appelle Emmanuel Abrachatillon, je suis professeur des universités à l'université Grenoble-Alpes. Alors, au sein de cette université, je dirige la chaire Management et santé au travail, qui regroupe une vingtaine de chercheurs et autant d'organisations publiques et privées autour de ces problématiques. Alors, je voudrais aussi remercier Christelle Lecoeur de son invitation. Vraiment très honoré de participer à un colloque, surtout dans le champ du droit que je ne connais pas du tout. Et j'avoue que je ne vais pas du tout vous parler de droit, donc j'espère que vous ne serez pas trop malheureux. Puis j'espère aussi que ce que je vais vous dire est susceptible de vous intéresser. En tout cas, c'est ce que j'espère. Moi, je suis avant tout quelqu'un qui vient des sciences de gestion. Donc, ce qui m'intéresse, c'est le fonctionnement de l'organisation. Et quand on parle de responsabilité sociale des entreprises, c'est forcément quelque chose qui nous interpelle beaucoup, surtout que on y a mis pas mal d'espoir dans ces politiques, dans ces démarches de responsabilité sociale des entreprises, en se disant, tiens, voilà, c'est peut-être un vecteur qui va aider à l'amélioration de la santé au travail dans nos organisations. Alors, ce que je vais vous proposer, ça repose à la fois sur ma manière de voir les choses, mais aussi sur un ensemble de recherches. Alors, je les détaillerai au fur et à mesure, mais, mais j'essaye de vous proposer ma vision des choses. Ensuite, bien entendu, le débat sera ouvert pour des questions éventuelles. Alors, un schéma peut-être pour commencer et pour cadrer la discussion, c'est d'identifier les termes qui nous intéressent ici. Alors, d'un côté, la responsabilité sociétale des entreprises, de l'autre côté, la santé au travail. Du côté de la responsabilité sociétale des entreprises, la première chose à identifier, c'est bien entendu de dire que cette dimension est avant tout politique. Comment nous, on détermine ces politiques? C'est-à-dire, ça se passe dans quelle sphère? Et pour nous, les questions de RSE, c'est d'abord une problématique de dirigeants, de comités de direction. Et ensuite, ça va, j'ose pas utiliser le terme ruisseler, mais c'est bien ça, sur le reste de l'organisation, a priori. Si maintenant on s'intéresse au terme de santé au travail, la première chose à identifier, c'est de dire que la santé au travail, elle est d'abord comprise à travers le mal-être au travail. Et le mal-être au travail, c'est bien entendu tout ce qui est accident du travail, maladie professionnelle, épuisement professionnel, et ainsi de suite. Mais depuis quelques années, on s'intéresse également beaucoup à la dimension positive. Dans une perspective dite salutogénique, on s'intéresse au bien-être, avec l'idée que le mal-être nous permet d'opérer des diagnostics, de voir ce qui ne va pas et qu'est-ce qui fait que ça ne va pas, alors que l'analyse par le bien-être nous permet de voir ce qui va bien et pourquoi ça va bien. Et donc quand il s'agit de construire des propositions, une approche salutogénique est très intéressante parce qu'elle permet d'identifier ce qui fait que ça peut aller bien dans une organisation. Donc ça, c'est l'apport de ces dernières années où on essaye d'analyser les situations avec ces deux composantes pour avoir un discours un peu plus complet et cohérent en termes de propositions aux organisations. Alors, bien entendu, j'ai dit mal-être et bien-être, et vous pourriez rapidement vous dire, finalement c'est la même chose, sauf que c'est l'inverse. La première étude que je vous présente pour débattre de ce point de vue-là, euh, c'est de se dire, mais finalement, si on pose le bien-être comme étant, rapidement, hein, l'idée d'être satisfait au travail, d'avoir envie d'aller travailler, d'être impliqué, engagé. Et si on pose le mal-être comme le fait d'être fatigué, épuisé, stressé ou avoir des difficultés d'équilibre entre la vie personnelle et la vie professionnelle, on pourrait penser que ces deux dimensions s'opposent. Ce qu'il faut bien voir, et ça c'est quelque chose on a mesuré bien des fois, dans la plupart des enquêtes et des diagnostics qu'on a pu faire ces dernières années, en fait, ces deux dimensions qui ne s'opposent pas. Ces deux dimensions qui, en fait, certes, globalement, elles s'opposent, c'est-à-dire que c'est... Mais, mais il ne faut pas oublier et il ne faut pas méconnaître
le fait que nous avons une proportion de salariés qui est clairement à la fois dans le bien-être au travail et dans le mal-être. C'est tout à fait possible d'être à la fois fatigué, épuisé, stressé, d'avoir des difficultés dans l'équilibre de vie personnelle, vie professionnelle, et en même temps d'avoir envie d'aller travailler, d'être plutôt satisfait de son travail et d'être engagé dans son organisation. C'est peut-être d'ailleurs le cas d'un certain nombre d'entre nous. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si on estime qu'on peut être à la fois dans le bien-être et dans le mal-être, quand on va s'attaquer aux causes du mal-être, il va falloir faire attention à ce que le travail de réduction de ces causes de mal-être ne soit pas aussi un travail qui va diminuer le bien-être, voyez, et réciproquement. Pourquoi je vous dis ça? Je vous donne tout de suite une illustration. On vous confie une nouvelle mission. Cette nouvelle mission, elle va vous amener à augmenter votre charge de travail et probablement peut-être à de la fatigue ou du stress. Mais en même temps, c'est un élément de reconnaissance qui va probablement vous apporter de la satisfaction. Qu'est-ce que vous faites en termes de proposition? Est-ce que vous dites, ben non, il faut que je refuse cette mission? Vous voyez bien que ce n'est pas si simple et que quand on pense ce type de situation-là, eh bien, ça suppose qu'on envisage les deux volets de cette question. Alors, si on poursuit sur la santé au travail, au-delà des grands concepts associés au mal-être et au bien-être, c'est comment on saisit la santé au travail. Et en règle générale, on le saisit à travers des indicateurs. Ces indicateurs, moi, j'apprécie de distinguer deux dimensions. Une première dimension, c'est qu'on a des indicateurs directs de santé au travail. Les indicateurs directs de santé au travail, ce sont des éléments qui nous précisent la nature, la quantité euh, ou l'importance des phénomènes observés. Donc, les indicateurs les plus connus sont ceux qui sont partagés largement, comme les taux de fréquence des accidents du travail, de maladies professionnelles, les cas de burn-out, les événements liés à du harcèlement, etc., dont on peut dire que ces indicateurs, ils caractérisent tout à fait les situations de santé au travail. Et puis, à côté de ces indicateurs dits directs, on a des indicateurs indirects, c'est-à-dire qu'ils mesurent des phénomènes dont on sait qu'ils sont liés à des questions de santé au travail. Et que s'ils se dégradent, on a probablement aussi des liens avec des problèmes de santé au travail. Alors j'en ai identifié quelques-uns hein, qui ne doivent pas vous surprendre, mais on voit bien qu'on va souvent les utiliser comme proxy pour examiner la santé au travail. C'est le cas bien entendu de l'absentéisme, mais c'est le cas aussi du volume des conflits sociaux, ou même de problèmes, par exemple, de qualité dans les unités de production industrielle. Nous avons pas mal travaillé sur des organisations industrielles, et dans ces organisations industrielles, on a pu percevoir que ces problèmes de qualité étaient clairement aussi très souvent associés, excusez-moi, à des questions de santé au travail. Une fois qu'on a dit ça, si on examine l'impact que peut avoir les politiques de RSE sur la santé au travail, le premier volet, c'est de se dire, ben, on peut avoir des discours, et les dirigeants s'en privent pas. De mener des grands discours en disant mais c'est hyper important, la RSE, c'est un axe fondamental. Est-ce que ces discours ont un impact sur la santé au travail? C'est une question qui est très peu débattue. Euh, L'idée qu'il y aurait un effet magique. Pour tout vous dire, moi c'est quelque chose qui m'intéresse, je pense qu'il y a peut-être un effet magique, mais j'y crois pas trop. L'idée d'effet placebo du discours de dirigeants sur la réalité du fonctionnement de l'organisation, chaque fois que nous on a essayé de mesurer, on s'est aperçu que ça ne marchait pas. Donc on s'est aperçu par exemple que quand on avait des dirigeants qui identifiaient des valeurs importantes pour l'organisation, généralement elles étaient ni mémorisées ni intégrées par les acteurs sur le terrain. Donc on ne voit pas pourquoi ça serait le cas pour la RSE. Donc pas d'effet magique, pas d'effet placebo du discours sur la RSE. Donc il faut bien se rabattre sur du concret. Alors les concrets, c'est traditionnellement dans nos organisations l'idée qu'à partir du moment où on a une politique qui se déploie, on va mettre en face des plans d'action qui vont comporter des actions et qui vont mettre en place ce que nous, on appelle des outils de gestion, qui sont des dispositifs qui vont avoir comme objectif de transformer une situation d'une manière plus ou moins importante. Vous le voyez, j'ai souhaité distinguer les acteurs.
Parce que si autant la politique de RSE, c'est le fait des dirigeants, la question de l'action et de la mise en place des outils de gestion, c'est plutôt de l'ordre des managers. Et la santé au travail, ben, elle concerne tout le monde. Mais il y a un ensemble d'acteurs qui vivent la santé au travail, mais pour autant ne décident pas des actions qui sont menées dessus, hein. Alors après, la question, c'est sur quoi va se produire cet impact des outils de gestion et comment ça va aller jusqu'à la santé au travail. Notre point de vue, au sein de la chaire Management et santé au travail, c'est de dire que la santé au travail, elle est avant tout dépendante du travail lui-même, de l'activité de travail. C'est-à-dire qu'un acteur en santé, c'est un acteur dont le travail se passe bien et suffisamment bien pour qu'il se sente bien. Donc la question, si on part de ce postulat-là, c'est de dire que qu'est-ce qui se passe dans nos organisations? Si je prends l'exemple d'une politique RSE, elle va se déployer à travers un plan d'action qui va mettre en place des dispositifs et qui va toucher des composantes, des éléments qui eux-mêmes vont jouer sur le travail des acteurs et donc sur leur santé. Et ça passe, je vous donne quelques exemples et on peut en identifier beaucoup d'autres, ça peut passer par l'organisation du travail, le fonctionnement des équipes, le climat relationnel, etc. Donc vous le voyez, si on examine cette question-là, maintenant, il faut qu'on essaye de voir si ces liens fonctionnent, si finalement on peut passer d'un stade à l'autre. Alors, je vais choisir, pas tout détailler dans une présentation relativement rapide, mais détailler quelques lignes. D'entre eux, on va traiter de la question de l'intervention RSE au sens strict du terme. Alors, ce cas, c'est l'intervention dans une collectivité territoriale pour l'aider dans sa démarche RSE, qui s'appelle RSO d'ailleurs à cet endroit-là, parce qu'ils estiment qu'ils n'ont pas une entreprise, donc ils appellent ça RSO. Et on a choisi de mettre en place des groupes de travail. Et ces groupes de travail ont été encadrés par des chercheurs qui ont formé des animateurs, qui ont fait les suivis, qui les ont accompagnés, qui les ont aidés à dégager des pistes d'animation, de solutions, etc. Ces groupes ont mobilisé une centaine d'agents sur les 250 de la collectivité. Des thèmes ont été travaillés, les thèmes de l'environnement, de l'économie d'énergie, du handicap, de l'assistance aux agents en difficulté, de la santé au travail, etc. Et donc nous, bien entendu, c'est ce dispositif qui nous intéressait, c'est est-ce que ça a eu du succès? Donc quand on se pose la question de l'évaluation, eh bien, il faut bien constater que, ben oui, ça marche. Alors ça marche pour des éléments tangibles comme les démarches qui ont été faites pour l'environnement. Bon, par exemple, des démarches pour limiter les consommations d'eau, l'économie d'énergie, sur les consommations électriques dans certains endroits, sur l'accès aux handicapés, sur l'assistance aux agents en difficulté. En revanche, c'est un peu dommage parce que c'était quand même notre objectif à nous dans cette situation d'accompagnement. L'impact pour la santé au travail, en revanche, on ne l'a pas vu. Alors pourquoi on ne l'a pas vu? C'est parce que vous voyez bien le délai de latence entre la transformation de la situation de travail et son impact sur la santé au travail, il peut être extrêmement diffus. Et comme il est multifactoriel, pouvoir raisonnablement faire de l'attribution causale d'une démarche à des conséquences potentielles est quelque chose de très délicat. Donc c'est très compliqué d'affecter des résultats en matière de santé au travail, sachant que de toute façon, on est sur des objets qui sont par nature complexes. En revanche, il y a un succès très clair de cette démarche, qui a touché au moins la santé au travail des personnes concernées, c'est que les animateurs recrutés pour participer, qui ont été formés, alors ce sont des agents de la mairie, hein, ça peut être des assistantes maternelles, ça peut être une policière municipale, une bibliothécaire ou des métiers de ce type-là. Eux, ça a été l'occasion pour eux de développer leurs compétences. Et ça, l'effet qu'on a pu constater, c'est que ce sont des gens qui ont pris de l'importance dans la collectivité, qui désormais sont des acteurs un peu centraux pour le développement de cette organisation. Et c'est là une grande réussite de cette intervention que d'avoir des personnes qui désormais sont les relais de ces questions dans cette organisation. Deuxième élément, c'est l'impact des outils. On a mené une étude auprès d'une grande organisation de la sécurité sociale et on a demandé à des dirigeants et à des RH
de déterminer quelles étaient les actions qu'ils pouvaient associer à la qualité de vie au travail. Puis, on a interrogé une centaine de ces organisations, 100 d'ailleurs, pile 100, pour tout vous dire, 100 organisations, pour savoir est-ce que ces outils étaient présents dans leur organisation. Alors les résultats, donc c'était tout un truc assez compliqué, hein. Vous voyez, 850 personnes ont été impliquées dans ce dispositif, donc c'était assez lourd. On a pu ressortir des tableaux de ce type-là, où on peut dire, voilà, c'est sur un des éléments qui est les démarches qui favorisent le lien entre les personnes dans l'organisation. Qu'est-ce qu'on peut constater? On peut constater que on peut savoir si tels outils ont été utilisés ou n'ont pas été utilisés. Ça, c'est le premier niveau. Toute la question ensuite, c'est de se dire, mais est-ce que l'utilisation de ces outils a permis une amélioration de l'ensemble des indicateurs dont on pourrait penser qu'ils sont peut-être des proxys de la qualité de vie au travail? Eh bien, parce que vous voyez, les NS, ça veut dire que ce n'est pas significatif, et quand on examine les choses précisément, on s'aperçoit que la grande majorité des liens, qu'il s'agisse du lien avec l'absentéisme, qu'il s'agisse du lien avec les indicateurs de climat social, qu'il s'agisse des indicateurs de satisfaction, ben, les liens sont extrêmement modestes. Alors qu'est-ce que ça veut dire? Ben, ça veut dire qu'avant tout, nos, nos outils de gestion, ils ne sont pas directement associés à de la performance. La présence ne suffit pas. Ce qui est important à côté de cette présence, c'est comment les acteurs intègrent ces éléments et comment ils se les approprient. Troisième exemple, ça sera le dernier, je vous rassure, c'est de se poser la question du rôle du... Là, l'objectif, alors excusez-moi de ce tableau qui est peut-être pas très clair, mais l'objectif, c'était d'examiner si les composantes de l'activité des rôles du manager, ce que vous voyez sur les 4 premières lignes, on a examiné 4 composantes du rôle du manager. Le soutien social qu'il procure, sa dimension exemplarité, sa dimension plutôt plus ou moins participative et plus ou moins empathique. Et, vous voyez, ça c'est une étude qu'on a réalisée cette année, on l'a fait à la fois sur des salariés qui étaient en permanence en présence dans l'entreprise, des salariés qui alternent entre présence dans l'entreprise et télétravail, et des salariés en télétravail. L'idée était d'examiner si le management doit être différent d'une configuration de travail en présentiel à une configuration de travail intégralement en télétravail. Et qu'est-ce qu'on constate? On constate qu'il y a effectivement des différences. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que pour avoir un impact sur le bien-être au travail, le management doit être adapté à la situation de travail concrète des acteurs. Et ça, c'est très important parce que souvent, on pense qu'il y a un bon management, qu'il est universel et qu'il faut l'appliquer. Et là, ce qu'on met en évidence, c'est que non, avant tout, il est très dépendant des situations concrètes. Si on se pose, pour conclure, la question de est-ce que la RSE peut permettre une meilleure santé au travail? Il faut dire, c'est bien entendu, les discours ne font pas forcément les résultats. Ça paraît assez évident. Deuxièmement, les outils. C'est pas parce qu'on met en place un outil qu'on va obtenir les résultats prévus. Il faut encore, faut-il que l'outil soit suffisamment intégré et parvienne à transformer le travail, parce que c'est la question centrale. C'est-à-dire comment on va réussir à transformer le travail. Et si on va jusqu'au bout de cette question-là, et qu'on essaye d'identifier les acteurs clés, bien entendu, les encadrants apparaissent comme ces acteurs clés en capacité de favoriser la santé au travail pour peu qu'ils adoptent des comportements qui sont adaptés. Donc voilà ce que je voulais vous dire aujourd'hui, de votre attention. Et puis, bien entendu, si vous avez des questions, elles sont bienvenues. J'assure le service après-vente de cette présentation. Donc, si vous avez des questions, même qui vous viennent par la suite, n'hésitez pas à me contacter. Mon adresse mail se trouve là. Donc, merci beaucoup aux organisateurs et merci à vous pour votre attention.